Découvrir ou redécouvrir toute la richesse d'Israël en 10 jours, c'est ce que vous propose le KKL, Keren Kayemet les Israël, pour célébrer les 75 ans de l'État d'Israël. Un voyage qui aura lieu du 23 novembre au 3 décembre prochain. Et pour en parler, nous accueillons le président du KKL Marseille-Provence, Bernard Guigui. Bonjour à vous Bernard. Bonjour. Avant d'aborder le programme de ce voyage, pourriez-vous tout d'abord nous présenter brièvement les actions et les projets du KKL, Fonds pour la création d'Israël, association qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'État d'Israël. Ah, tout à fait, puisque le KKL est la première association ONG qui est en Israël. Elle existe depuis plus de 150 ans, bien avant la création de l'État d'Israël, et le but, c'était de racheter toutes les terres de façon à ce qu'on puisse planter des arbres. Or, depuis la création du Keren Kayemet, le Keren Kayemet a planté plus de 250 millions d'arbres. D'ailleurs, quand vous descendez sur la route qui mène à la mer Morte, d'un côté, vous avez le côté israélien qui est ouvert, plein d'arbres et compagnie, de fleurs, et de l'autre côté, le côté jordanien, c'est tout sec, aride, et il n'y a pas d'arbres qui ont été plantés. Voilà la différence. Tout ce que vous nous dites là nous donne envie de partir tout de suite. Ben oui, c'est alors, le but. Alors la dimension religieuse fait naturellement partie du programme de ce voyage qui débute d'ailleurs par une visite de la vieille ville. Comment concevoir d'aller en Israël sans aller d'abord dans la capitale qui est Jérusalem? Alors une fois qu'on est à Jérusalem, on a attendu, nos ancêtres ont attendu plus de 1000 ans pour avoir ce temple, donc on va au mur. Voilà l'aspect religieux, on ne peut pas ne pas aller à Jérusalem, et quand on va à Jérusalem, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va au mur prier et se recueillir en pensant à tous ceux qui ont fait quelque chose pour ce temple qui n'existe plus malheureusement. Et puisque l'on parle des sites sacrés, l'archéologie n'est jamais bien loin. Il faut mentionner qu'une visite de sites archéologiques est aussi prévue lors de ce séjour. Tout à fait. Il y a des visites extraordinaires, il y a des sites qui vont être visités. Il y a Masada et tout ça, donc c'est très très important de voir un peu toute l'histoire de l'État d'Israël, à l'époque de nos ancêtres. Voilà. Masada et d'autres. Et d'autres, ça va aller jusqu'à Tibériade, ça va aller un peu partout. Surtout, on va insister sur Jérusalem, puisque Jérusalem, il y a tellement de choses à voir, on n'a pas envie de partir. Tout à fait. Et l'un des temps forts de ce circuit sera aussi d'apprécier le patrimoine naturel d'Israël. Le patrimoine de l'État d'Israël, quand on est là-bas, on se rend compte que le Keren Kayemet a fait tellement de choses qu'il est agréable de se retrouver dans les parcs, puisque la première des choses, on a construit des parcs pour que les gens puissent se reposer et tout cela. Nous avons fait des aires pour les familles des soldats qui ne peuvent pas rentrer dans la base pour voir leurs enfants. Donc à l'extérieur, on a fait des aires de détente. Comme ça, les enfants peuvent sortir de leur base et peuvent manger avec les parents, profiter un peu de la journée avec leurs parents. Et donc les visiteurs vont également pouvoir apprécier un jardin botanique. Et il va y avoir un très très beau jardin, puisque nous avons malheureusement perdu un très grand maître à Marseille, le Rav Mimoun, et j'ai pris la décision, aidé par le CRIF, le consistoire de Marseille et le consistoire régional, d'ériger un parc à la mémoire de notre Rav, le maître Rav Mimoun. Et donc, j'avais promis de le faire pour les 11 mois, mais exactement ce qui correspond à la fin du deuil, c'est le 12e mois, ça sera au mois d'août. Et pour avoir le maximum de gens au mois d'août, les billets seront très chers, donc nous n'avons pas encore pris la décision de quand nous allons réaliser l'inauguration de ce parc. Mais il sera inauguré cette année, avant les fêtes, je l'espère. Le Rav Mimoun Zal, un mèche, comme on dit dans la communauté. Ah oui, un très grand maître. Le parc ne sera bien entendu pas à la mesure de ce qu'il a donné pour nous et pour les communautés, parce qu'il a tellement donné qu'on n'arrivera jamais à égaler tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà, sans jamais attendre de contrepartie. Il a toujours été à notre disposition, il a toujours été là, présent, il nous a toujours aidé, assisté. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et comment le remercier? On n'arrivera jamais à le remercier à la mesure de tout ce qu'il a fait pour nous. Vraiment. Et chaque jour, on pense à lui et il nous manque énormément dans la communauté. C'est certainement le plus bel hommage parce que la nature est souvent associée à la Torah. Oui.
Donc effectivement. Et alors l'intérêt de ce voyage est aussi d'aborder Israël à travers ses prouesses réalisées, notamment grâce au KKL. Le KKL a construit des centaines de bassins de récupération d'eau, puisque on ne manque pas d'eau en Israël. Nous avons 3 usines de dessalement d'eau de mer. Et d'ailleurs, j'avais proposé au président de la région, Renaud Muselier, mes services quand il a voulu organiser son voyage. Malheureusement, son chef de cabinet m'a adressé des messages. Il s'est trompé d'adresse mail et d'adresse SMS, donc je ne les ai pas reçus. Et le jour de son départ, il m'appelle, me demandant si je peux lui organiser un rendez-vous avec une usine de dessalement. Il partait le dimanche, il fallait un rendez-vous pour le mardi. C'était très très juste, très court. Ça n'a pas été évident. Mais je lui ai promis que la prochaine fois, s'il me laisse le temps, c'est-à-dire au minimum une petite semaine, j'organiserai un séjour où il pourra visiter les bassins de récupération d'eau, les usines de traitement et tout ce que fait le KKL, l'usine de goutte à goutte. Il l'a visité puisqu'il a vu la société Netafim, qui est la première société qui fait l'arrosage au goutte à goutte et qui est installée aussi à Aix-en-Provence. Et donc c'est quelque chose de remarquable parce que il n'y a pas de gaspillage d'eau. Tous les arbres et tous les plants sont arrosés au goutte à goutte. Donc, dès que la plante en a besoin, c'est déclenché. On arrose et puis quand il y en a assez, ça s'arrête. Voilà, il n'y a pas de gaspillage d'eau. Espérons en effet que cette rencontre puisse se faire, puisque dans cette terre sacrée qu'est Israël, il n'est sans doute pas galvaudé de parler de miracles. Je vais vous dire, j'avais amené une délégation de magistrats d'Avignon et je les avais amenés à Tibériade pour planter des arbres. Bien entendu, je leur avais réservé une surprise puisque j'avais demandé qu'on plante des arbres de Judée et puis chacun a planté son arbre. Et puis je vois le président du tribunal venir vers moi et je me demandais ce qu'il avait et il me dit « Je peux vous parler ?» Je dis « Mais avec plaisir, je peux vous demander quelque chose ?» Il me dit « Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de terre d'Israël pour amener chez nous ?» Je lui dis « Mais avec plaisir !» Mais il était tellement heureux. Tout le monde emportait ça comme s'ils emportaient, moi qui suis bien placé, un morceau de diamant. C'était tellement beau de prendre cette poignée de terre et de la mettre dans un sachet pour la ramener en France, qu'il était heureux. Il savait plus quoi dire pour me remercier. Je lui ai dit, écoutez, c'est tout à fait normal. On comprend cette émotion, effectivement. Alors, l'un des temps forts de ce voyage sera aussi le dîner de gala du KKL, en présence notamment du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. De M. Herzog, président de l'État d'Israël, qui va nous faire cet honneur de nous recevoir, et il y aura un dîner de gala en sa présence. Voilà. Et il convient aussi de saluer la visite de lieux dédiés aux personnes en situation de handicap au cours de ce voyage. Nous nous occupons aussi de l'handicap, puisque pour nous c'est un problème en Israël avec toutes les guerres, il y a énormément de blessés, et il y a une association qui s'appelle Beth Lochem qui s'occupe des soldats blessés, et nous nous occupons aussi des gens handicapés. Et il convient de souligner qu'Israël a été avant-gardiste en ce qui concerne l'accessibilité au handicap. Il est essentiel de le rappeler. Il y a des parcs et des parcours qui sont faits spécialement pour les handicapés et réservés aux handicapés. Il y a des chemins, on peut courir, on peut ne pas être dérangé quand on a un handicap. Et ce sont des parcs qui sont réservés spécialement à ces gens handicapés. Et enfin, cela sera ma dernière question. Bernard, ce voyage s'inscrit dans le cadre du CLUPS du KKL, qui est régulièrement à l'initiative d'événements liés à l'héritage du judaïsme en France et en Israël. Oui, tout à fait. Et je voudrais vous annoncer quelque chose qui est merveilleux. Il y a 4 ans, un grand donateur parisien qui n'avait pas d'enfant allait léguer toute sa fortune au KKL. Et nous avons à sa mémoire, chaque année, nous délivrons des bourses d'études à des étudiants francophones qui ont fait le service militaire en Israël. Nous leur payons 4 ans d'études gratuitement. Une belle action, en effet. Très belle action, puisque souvent, il y a des familles qui n'ont pas les moyens, et donc nous leur payons ces études pendant 4 ans. Condition sine qua non, être français. Et deuxièmement, avoir fait son service militaire, qui est un devoir en Israël. Eh bien, merci beaucoup Bernard Guigui pour cette interview. Il y a parmi nos auditeurs un public de connaisseurs, mais il est toujours intéressant de promouvoir un voyage aussi captivant à divers titres. Et alors, si vous voulez retrouver le programme complet de ce voyage, donc sur le site du KKL, peut-être ? Site du KKL, KKL France, voilà, .fr.
ou vous demandez à notre bureau de Marseille, 2 bis rue Fargès, il y a des programmes, et vous aurez le programme détaillé de la visite du 23 novembre au 3 décembre. Dépêchez-vous parce que le voyage va être complet dans pas longtemps. Voilà. Et je vous conseille, si vous avez un moment, de vous inscrire parce que c'est quelque chose de merveilleux. J'y serai d'ailleurs pour vous recevoir, pour vous accueillir. C'est un voyage national. Hein. Eh bien, merci beaucoup Bernard. Et vous y êtes invité. Merci. Merci de m'avoir reçu. Faire en sorte que la société soit plus inclusive, tel est le sens de La Cloche, association qui a vu le jour à la fin de l'année 2015 à Paris et dispose depuis 2017 d'une antenne à Marseille. Et Pauline Deluca, responsable de La Cloche Sud, est ici avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour. La Cloche dispose désormais d'antennes dans presque toutes les régions de France. Combien de personnes ont pu bénéficier de l'aide de cette belle association jusqu'à présent ? Alors, on ne peut pas compter en nombre comme ça le nombre de personnes qui ont pu suivre toutes les actions de La Cloche. Mais donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a plus de 330 000 personnes qui sont à la rue en France. Et du coup, c'est les personnes qu'on essaie d'approcher, qu'on essaie d'attirer par nos actions. Donc, effectivement, on essaie de créer cette société plus inclusive. Donc, les personnes finalement qu'on approche, qui sont les personnes sans domicile, mais aussi les commerçants. Notre réseau de commerçants solidaires, finalement les associations aussi partenaires, toutes les personnes qui font la société. En fait, on essaie de leur amener cette approche un peu plus inclusive pour qu'ils incluent les personnes sans domicile à toutes sortes d'activités. Et des actions qui sont d'ailleurs soutenues par de nombreux partenaires institutionnels comme le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Lorsqu'une personne se trouve en difficulté, le moindre besoin peut se révéler un parcours du combattant. Et pour répondre à cette situation, La Cloche a mobilisé des commerçants solidaires qui apportent des services liés à la vie quotidienne. Oui, alors oui, c'est le premier programme en fait de La Cloche qui nous a d'ailleurs fait un petit peu connaître. C'est le programme du Carillon. C'est un réseau de commerçants solidaires. Alors l'idée principale était de voir que des commerçants voulaient se rendre utiles pour aider des personnes sans domicile. Des personnes sans domicile osaient pas passer le cap du commerce et du coup, le fondateur de l'association a décidé de faire ce lien, faire cette médiation entre ces publics qui avaient pas l'habitude de se côtoyer. Et maintenant, donc le Carillon est présent dans toutes nos antennes effectivement locales, dans toutes les capitales régionales. Mais aussi, on a créé en franchise, c'est-à-dire que toute association, tout collectif d'habitants, tout collectif de commerçants qui veut créer le concept, qui veut l'exposer dans sa ville, peut le faire. Donc aujourd'hui, on a des carillons aussi à Nice, on a des carillons à Brest, on a aussi des carillons à New York, on a des carillons à Montréal, à Madrid. Enfin voilà, toute initiative d'habitantes ou d'associations de commerçantes qui veut créer ce concept-là peut le faire aujourd'hui. La solidarité s'exporte bien. Oui, heureusement. Et La Cloche intervient aussi dans des situations d'urgence auxquelles les plus démunis sont confrontés. Oui. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit à La Cloche, c'est qu'il y a les besoins primaires, donc le besoin de se loger, le besoin de se nourrir, de prendre soin de soi, les besoins de santé, mais il y a aussi le besoin de lien social. En fait, il y a 94% des personnes sans domicile qui souffrent d'exclusion, qui souffrent du regard du rejet, disons, des passants, du regard des passants. Du coup, tout ce que nous aidons aussi à faire, c'est à réfléchir un petit peu autrement, à donner les armes aussi aux habitants qui ont envie d'aller aider les personnes sans domicile, qui savent pas comment s'y prendre. Donc on fait des formations pour le public, pour les publics scolaires aussi, pour les entreprises aussi. Et du coup l'idée c'est de changer un petit peu son regard. C'est les deux objectifs en fait principaux de La Cloche, c'est créer du lien social entre habitants, commerçants et personnes sans domicile qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, et à la fois changer le regard que les gens peuvent avoir sur le monde de la rue. Ça, pour nous, c'est aussi un besoin primaire. Aujourd'hui, on estime que c'est aussi un besoin primaire, le lien social. Et donc, alors, l'étendue de ces services est vaste. Qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme service? Je pense aux mamans, je pense aux n'importe quoi. Enfin, je veux dire, recharger son portable, des choses assez simples de Exactement. La vie. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les commerçants du Carillon ouvrent leurs portes aux personnes sans domicile pour toutes sortes de services qu'ils peuvent rendre. Effectivement, il y a la recharge du téléphone qui aujourd'hui est quand même assez importante. Pour les mamans, par exemple, il y a l'allaitement. Donc, c'est-à-dire avoir un petit peu d'intimité à un endroit où le commerce propose un peu d'intimité à la maman qui veut allaiter, qui veut changer la couche de son enfant. Et en fait, tous les besoins comme ça et tous les services qu'on propose aujourd'hui aux commerçants sont des besoins qui viennent des gens de la rue.
On nous a dit, par exemple des centres à côté de centres de maternité, on nous a dit, il y a des mamans à la rue, il faudrait qu'on trouve des lieux pour qu'elles puissent allaiter, changer les couches en intimité. On a trouvé. Ensuite, il y a aujourd'hui, on a aussi des services. Il y a des commerçants qui nous proposent en disant, on voudrait proposer des fromages en attente parce qu'on a une fromagerie. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Et bien sûr, les personnes à la rue ont aussi envie de manger du fromage comme tout le monde. Donc c'est des services qu'on propose en fonction des besoins des gens de la rue et en fonction aussi de la volonté du commerçant, de ce qu'il peut proposer. Et malheureusement, il arrive que certaines personnes en difficulté soient confrontées à un sentiment de honte et n'osent pas demander de l'aide. Comment faire connaître à ces personnes les services proposés ? Oui, alors on a créé un petit carnet aussi qui était à la demande des personnes de la rue, un carnet qui répertorie tous les commerçants par quartier, les commerçants, les services qu'ils proposent, aux horaires aussi qu'ils proposent de le faire. Et ensuite, nous, on se doit de distribuer ce carnet à toutes les personnes de la rue. Donc nous, on fait ce qu'on appelle des maraudes de lien social. Donc c'est une maraude où on ne distribue pas des choses. Plein d'autres associations distribuent. Nous, on a décidé de faire du lien social, encore une fois. Donc du coup, on distribue ces carnets-là. C'est la seule chose qu'on peut distribuer. Et ensuite, par notre réseau de partenaires. Donc tous les partenaires en fait qui côtoient le public de personnes sans domicile ont ces carnets et les distribuent et eux aussi à leur tour se servent en fait de ce service du réseau de commerçants solidaires pour aider aussi le public de la rue. Et donc dans les commerces, c'est mentionné par des pictogrammes ? Oui, exactement. Donc à l'entrée du commerce, il y a un autocollant, un sticker qui informe que le commerçant est bien un commerçant du réseau du Carillon, donc un commerçant solidaire. Et ensuite, en dessous, il y a les pictogrammes qui évoquent en fait les services qui sont proposés par le commerce. Parce que bien sûr, tous les commerces ne proposent pas les mêmes services. Et du coup, ce qui est bien avec ces pictogrammes, donc on a décidé d'en faire des pictogrammes pour les personnes aussi qui sont pas francophones, qu'elles puissent comprendre, et les personnes qui sont pas lettrées non plus, qu'elles puissent comprendre par le symbole. C'est des symboles très simples, normalement, qui sont compréhensibles de tous pour pouvoir aider tout le monde à comprendre aussi les services que propose le commerce. Et parce qu'il ne faut pas négliger aussi la nourriture de l'esprit. Vous distribuez également des places de cinéma, on peut accéder à la lecture ? Oui, alors on a des partenaires, des associations partenaires qui proposent, en fait on a des festivals et tout ça qui proposent des places directement pour les personnes sans domicile. Donc nous on se charge en tant qu'association d'aller chercher ces partenaires-là pour proposer effectivement l'accessibilité à la culture. Et ensuite pour les places de concert, effectivement on a aussi des cinémas partenaires qui proposent des places en attente. Donc l'idée c'est que les clients prépayent un ticket, donc à hauteur de ce qu'ils peuvent donner, que le commerçant lui baisse un petit peu le prix pour que ce soit plus attractif aussi pour les clients. Et ensuite, ça permet à des personnes sans domicile d'avoir accès au cinéma. Nous, on a des libraires qui font partie de notre réseau qui proposent aussi la lecture aussi gratuite. Donc, un client lambda achèterait son livre. Là, l'idée, c'est que la personne puisse rester aussi pour bouquiner tranquillement et avoir un accès tranquille. Et ce qui retient l'attention aussi au sein de cette association, c'est que vous permettez aux personnes aidées par votre association de s'engager elles-mêmes ensuite auprès d'autres personnes fragiles. Complètement. Oui, alors un des modèles aussi de l'association La Cloche, c'est qu'on propose du bénévolat participatif. Donc nous, on ne parle pas de bénéficiaires. On estime qu'on n'a pas de bénéficiaires dans l'association, donc des gens qui bénéficient de nos actions. Mais par contre, les personnes viennent, participent et ensuite peuvent devenir bénévoles. Le parcours de bénévolat, il peut commencer par une petite action. Si la personne, déjà, on apprend la rigueur, on apprend le lien social, on apprend l'esprit de cohésion, de groupe, ce qui des fois peut ne pas être facile forcément pour des personnes qui ont été très marginalisées, très isolées pendant longtemps. Donc ça commence par une première action, puis deux, puis ensuite les personnes peuvent faire du bénévolat régulier. Et à la suite, en fait, de ce bénévolat régulier, nous, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse masse, du coup, de bénévoles qui voulaient faire plus. Donc on a des bénévoles qui font 30 heures de bénévolat par semaine, hein, c'est vraiment assez grand. Et du coup, on a créé le dernier programme de la Cloche Sud, pour l'instant qui est encore expérimental à Marseille. C'est le programme Montaf Solidaire, où là l'idée c'est... Montaf Solidaire, vous pourrez épeler un petit peu pour que les personnes qui veuillent s'y intéresser... Oui, alors Montaf comme un taf. Ah, donc... Montaf Solidaire. Oui, pardon, TAF et solidaire. Et en fait, ce programme-là, il est né de l'antenne Sud. On s'est rendu compte qu'on avait ces bénévoles qui étaient très motivés pour faire plus. On avait des commerçants aussi très motivés pour engager des personnes sans domicile dans leur commerce. Du coup, est né le programme Montaf Solidaire, où on crée des binômes entre des commerçants qui ont envie d'aller plus loin et des bénévoles qui ont envie de retrouver en fait un retour vers le travail, et par le biais du bénévolat à la Cloche, on réussit à se lier déjà de confiance avec les commerçants, et ensuite peuvent commencer à travailler par ce biais-là. Ensuite, l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin. Ils ont des petits contrats
entre 1 à 7 heures par semaine. Et ensuite, l'idée, c'est de retrouver un peu le chemin du travail aussi à la suite de cet emploi-là. Une initiative remarquable. Et donc, en fait, comme vous le mentionniez, sortir du cercle vicieux de l'exclusion est une première étape. Et donc, l'association guide aussi ces personnes en difficulté à se réinsérer dans la société. Oui, en fait, par le biais de nos actions, donc on propose des activités de jardinage, on propose une chorale, on propose des activités de cuisine et tout ça. Toutes ces activités-là sont faites entre personnes avec et sans domicile. Donc, c'est-à-dire que nous, l'idée, c'est vraiment de créer ce lien-là, de casser cette brisure, en fait, entre deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Et à la suite de ça, pouvoir permettre à ces personnes sans domicile de se rendre compte qu'elles existent déjà, qu'elles se sentent complètement exister à travers ces actions-là, et ensuite qu'elles se sentent aussi capables, soit de retrouver du travail, soit de retrouver un logement, soit juste de retrouver l'idée, la force de refaire ses papiers d'identité. Quand on est à la rue, c'est une montagne, et du coup, nous, on essaie de les valoriser, on essaie de les estimer, en tout cas pour se rendre compte qu'ils en sont complètement capables. Et d'un autre côté, les habitants qui sont aussi bénévoles ou participant à nos actions, eux déconstruisent tous les clichés qu'ils pouvaient avoir, tous les préjugés qu'ils avaient sur le monde de la rue, et se lient aussi d'amitié finalement avec les personnes. Voilà. Donc on essaie de créer cette médiation entre ces deux mondes-là à la cloche. Une association remarquable en effet. Alors, les citoyens savent aussi faire preuve de solidarité à titre individuel ou en tant qu'entrepreneur. Comment peut-on vous aider ? Alors, il y a plein de moyens de nous aider. Déjà, vous pouvez, en tant que client des commerçants solidaires, aller prépayer des produits en attente. Vous pouvez aller sur le site de la cloche ou avoir accès à ce carnet de commerçants solidaires pour voir quels sont les commerces solidaires de votre quartier. Donc ça, c'est un premier biais. Ensuite, vous pouvez venir à nos formations, donc les formations au passage à l'action, où en fait, ces formations sont co-animées par des personnes sans domicile aussi, donc qui ont connu la rue ou qui sont encore à la rue et qui peuvent répondre aux questions, qui enlèvent un peu les appréhensions aussi du public. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et ensuite, ces formations, nous, on les propose en milieu scolaire, dans les entreprises. Donc aussi, elles sont du coup payantes. Nous, ce qui nous permet aussi de subvenir aussi aux besoins de l'association. Voilà, donc vous pouvez être donateur, vous pouvez venir à nos événements solidaires qu'on organise tous les mois, tous les 22 du mois, et juste en fait aussi estimer et essayer de pas dévaloriser les personnes de la rue, donner vraiment, j'allais dire donner un sourire, parce que vraiment juste estimer les personnes en les saluant et en donnant un sourire, c'est déjà beaucoup. Et vu que la vision de l'association, c'est quand même de créer cette société plus inclusive, déjà commençons par ça. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et sensibiliser dès le milieu scolaire est l'occasion de lutter contre les préjugés, en effet, dès le plus jeune âge. Eh bien, merci beaucoup, Pauline, de nous avoir fait connaître cette association. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site lacloche.org. Je mentionne aussi que la Cloche Sud se situe au 16 rue Bernard Dubois, dans le 1er arrondissement. Et merci. Merci beaucoup. Merci.